Bon, du coup, on va commencer. Bonsoir, merci beaucoup d'être venu ce soir nous écouter, parler autour du projet photographique Stratégie de l'effacement. Donc je suis Lydie Turcot, je suis la photographe qui a travaillé sur ce projet. J'ai à ma gauche Maëlle Maugendre qui est historienne et à ma droite Jean-Louis Breton qui est aussi historien. Je suis entourée d'historiens. Voilà, je vais introduire un tout petit peu cette conférence pour vous parler du projet puisque c'est à la base de ce travail, enfin de cette conférence-là. Et puis je laisserai la parole ensuite à Maëlle, puis ensuite à Jean-Louis, voilà, qui vous parleront un peu plus précisément chacun de leur travail. Voilà. Donc du coup, ce projet s'appelle Stratégie de l'effacement. C'est un projet photographique documentaire, c'est-à-dire que c'est un projet qui travaille sur une réalité historique de manière sensible, en tous les cas, en l'abordant par plusieurs biais, mais notamment par la photographie. Ce travail historique est autour des réfugiés espagnols en 1939, donc au moment de ce qu'on appelle la retirada, c'est-à-dire le moment où les républicains espagnols n'ont plus d'autre choix à la fin de la guerre civile espagnole que celui de fuir les franquistes et donc d'arriver à la frontière française. C'est plus d'1,5 million de personnes qui vont arriver et qui vont là être accueillies par la France de manière un petit peu compliquée, où les hommes et les femmes et les enfants vont être séparés à la frontière. Hein. Les hommes vont être mis dans les camps du Sud qu'on connaît un petit peu, plage d'Argelès, camp de Rivesaltes, Barcarès, etc. Et les femmes et les enfants vont être envoyés dans plus de 70 départements français, ce qui est quand même beaucoup, hein. On parle de plus d'1,5 million de personnes, dans des centaines de centres d'hébergement qui sont extrêmement variés. Voilà. Et parmi ces personnes, il y avait mes arrière-grands-parents. En fait, notamment, mon arrière-grand-père était dans les camps du Sud et mon arrière-grand-mère et ma grande-tante ont été envoyés au camp de Verdun, à Saint-Jacques-de-la-Lande, dans la banlieue de Rennes, qui était un camp militaire à la base. Voilà. Et donc, quand j'ai eu le récit par mon arrière-grand-mère de ce qui s'était passé à ce moment-là, j'ai fait quelques recherches et j'ai commencé à découvrir donc, que 70 départements avaient accueilli je mets des guillemets sur le mot accueilli, ces personnes, souvent dans des conditions extrêmement compliquées, hein, voilà, mais Maëlle va en parler plus précisément. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher, à réfléchir à comment reconstituer cette mémoire qui n'était pas du tout connue, cette mémoire des femmes hein, et des enfants. Et donc je me suis posé la question de savoir comment la mémoire se constituait en fait pour chacun d'entre nous. Et il m'est apparu qu'il y avait plusieurs choses qui pouvaient rentrer en ligne de compte, notamment l'aspect évidemment sensible, le visuel, le récit et les faits. Voilà. Donc du coup, à partir de ça, j'ai travaillé avec Maëlle et on a lancé un appel à travers des associations qui sont espagnoles qui sont présentes sur le territoire français, un appel à témoignages de réfugiés, de descendants de réfugiés espagnols. Et on a eu plusieurs réponses et on a sélectionné 10 lieux, donc 10 familles, 10 lieux pour leur répartition sur le territoire français, pour qu'on puisse voir que c'était à peu près partout, et pour la nature un petit peu différente de ces lieux, pour montrer aussi que c'est extrêmement divers. Ces centres d'hébergement, c'est un mot qui regroupe énormément de choses différentes. Voilà, et donc sur ces 10 lieux, on a, moi j'ai travaillé avec les familles, j'ai travaillé sur le portrait de famille. Pourquoi? Parce que je voulais travailler sur le récit familial, la lignée familiale et temporelle, puisqu'elle avait été durablement coupée. D'abord, les familles ont été séparées à la frontière, puis après, elles ont été séparées durablement parce que les gens n'ont pas pu retourner tout de suite en Espagne, hein, Franco ayant gagné. Et du coup, je voulais travailler sur cette lignée qui avait été brisée, ou en tous les cas qui a été malmenée. C'est pour ça que j'ai travaillé sur le portrait de famille, qui pour moi incarnait ce qui avait de le plus parlant sur le récit familial. Sur les portraits de famille, les descendants, et j'ai laissé ce terme à libre interprétation des familles, les descendants sont très variés, où vous avez parfois 1, 2, 3 personnes, où vous avez les descendants de manière, la famille élargie, avec les conjoints, les petits-enfants, etc.
Chacune des personnes a choisi d'apporter des objets qui avaient un rapport avec leur histoire espagnole souvent ils ont aussi des photos de leurs disparus justement pour qu'ils ne disparaissent pas, qu'ils soient présents sur l'image. Voilà, ça c'est pour les portraits de famille. Et je les ai faits à la chambre photographique, justement, c'est un très vieil appareil photo qui est là-bas, exposé. Parce qu'au moment où on utilisait ces appareils photographiques pour faire du portrait de famille, on scénographiait la famille, donc on pouvait voir qui était qui, les parents, les grands-parents, les petits-enfants, etc., etc. Donc toujours dans ce souci de lignée familiale, voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé cet appareil. En pendant du portrait de famille, il y a une photo en couleur, en numérique, du lieu, de la trace de ce lieu dans le présent, du lieu où étaient les descendants réfugiés espagnols de la famille qui est photographiée. Voilà. Et vous avez donc le récit de la famille en brut, hein, un texte très brut puisque c'est un texte qui parle de la guerre, donc c'est très violent, donc pas du tout romancé. Et de l'autre côté, vous avez une archive qui est à chaque fois différente, et qui est en rapport avec le lieu et qui donne aussi un des aspects de l'accueil des réfugiés espagnols. Ça fait 10 tableaux, entre guillemets, 10 ensembles sur les 10 lieux, voilà, qui donnent à voir une photographie de ce que ça a pu être à l'époque et une photographie sensible pour moi, puisque c'était rendre palpable la mémoire, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Voilà. Si j'ai fait ce travail, donc c'est justement parce que cette histoire est très peu connue. On peut connaître, et encore pas tout le temps, les camps du Sud, voilà, où étaient placés les hommes, mais les femmes, l'histoire des femmes et des enfants est quand même passée sous silence, quoi. Voilà, c'est vraiment pas du tout une histoire très connue, d'où mon titre, Stratégie de l'effacement, parce que si on ne parle pas de cette histoire, en fait, elle va disparaître avec les gens, et donc c'était très important pour moi de la dire et de la montrer de façon à ce qu'elle soit réelle, en fait, même pour les gens, qu'en fait, il y ait une reconnaissance de ce qui s'est passé, des faits réels, pas dans un souci de vengeance ou quoi que ce soit, mais vraiment dans un souci de nous avons vécu ça et c'est une réalité et ce n'est pas effacé. Voilà. Je vous montre, parce que du coup je parle, mais en fait je ne montre rien du tout, donc c'est bien. Ça, ce sont les réfugiés espagnols au moment de la retirada. Ce sont des images communes que vous avez pu déjà voir. Ça, c'est le camp de Verdun où était mon arrière-grand-mère, voilà, qui étaient des baraquements en bois. Donc elle a été accueillie avec de la paille, c'était en février 1939 et il faisait extrêmement froid, donc c'était extrêmement violent pour les gens, hein. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient, il y avait le typhus, la diphtérie, enfin c'était vraiment pas du tout drôle, hein. Ça c'est l'un des 10 lieux, donc là c'est la prison d'Aubusson qui a été complètement rasée depuis, hein, et qui est maintenant le musée international de la tapisserie, l'usine désaffectée de Gimel, donc à côté de Tulle, le palais de la Houppe Blanche à Grenoble, un des pires lieux, très honnêtement. La ferme de Pêche-Loche dans l'Indre, l'abbaye de Noirlac, qui est maintenant très jolie, mais qui à l'époque était en ruine avec des ronces partout et pas du tout de fenêtres aux vitres. La forteresse Vauban de Belle-Île-en-Mer, la colonie de vacances de Cailleux-sur-Mer et l'EHPAD de Grugny, l'Asie départementale de Grugny, le fort des Rousses dans le Jura, et le camp de mes arrière-grands-parents, voilà, qui est maintenant en construction. Voilà. Donc c'est l'appareil avec lequel j'ai pris voilà, les portraits de famille, donc la chambre photographique. Et après, bon, bah, voilà, les portraits de famille sont très divers, vous en avez donc très variés en fonction de ce que les défendants ont voulu eux-mêmes voilà, exprimer en fait. Et ça, ce sont les archives, par exemple, ça c'est des archives des rapports de la Croix-Rouge. Je vais laisser la parole à Maëlle, du coup, parce qu'elle va pouvoir vous parler de cette histoire des femmes qui, elles, étaient disparues et sur lesquelles elle a travaillé pour éviter que ça disparaisse justement complètement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Moi, je suis enchantée d'être ici pour vous présenter un peu en fait, mon travail de thèse en histoire que j'ai mené à Toulouse. Quand j'ai rencontré, c'est Lydie qui m'a contactée justement pour pouvoir apporter tout le contexte historique à son travail, et moi j'ai trouvé ça formidable parce que autant dans le sud de la France j'ai pu à plusieurs reprises présenter un peu mon travail en histoire sur l'histoire des réfugiés espagnols, mais c'est vrai que ça reste quand même de l'ordre du confidentiel
Et là, cette proposition artistique, en fait, m'a vraiment permis de visibiliser un travail de recherche que j'ai mené pendant plusieurs années. J'ai commencé par faire un travail sur le camp du Vernet et sur les réfugiés espagnols spécifiquement de février à septembre 1939. Et après, en faisant ce travail sur le camp du Vernet, et notamment en découvrant que dans le camp du Vernet, il y avait une femme espagnole réfugiée qui s'était grimée en homme pendant plusieurs mois pour rester avec son compagnon dans le camp, je me suis dit, mais c'est vrai ça ? Où sont les femmes dans cette histoire? Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à la question et je me suis dit que ça pourrait faire l'objet d'une thèse. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de travailler un petit peu sur la manière dont le gouvernement français a pris en charge les femmes espagnoles réfugiées de février 1939 jusqu'en fin 40, début 41, c'est-à-dire au moment où la majorité des femmes ne sont plus à la charge administrative de l'État. Donc en fait concrètement sur le plan historique, là je vais vous faire un développé un peu global qui reflètera évidemment pas tous les points de vue individuels, surtout qu'on a la chance d'avoir dans la salle visiblement des personnes qui ont vécu cet exil en tant qu'individu concerné directement. Mais l'idée c'était un petit peu de me focaliser, moi j'ai travaillé sur 4 départements différents parce que je ne pouvais pas travailler sur les 70 départements parce que ça demande un travail d'épluchage des archives départementales assez conséquent. Donc j'ai travaillé sur la Haute-Garonne évidemment parce que c'est là que beaucoup de réfugiés espagnols, pour le coup, n'ont pas forcément, ont été accueillis, mais aussi ont continué à vivre, voilà, et que c'était aussi un département frontalier. J'ai travaillé sur la Lozère parce que du coup, il y avait un des camps d'internement de femmes, le camp du Rio Cross, qui a été mis en place là-bas. Donc ça me permettait, moi j'ai travaillé et sur les centres d'hébergement et sur les camps de concentration. Je vais vous expliciter un petit peu la différence, elle peut être subtile, mais elle existe quand même sur le plan administratif. J'ai travaillé aussi sur 2 départements ruraux du nord de la France, donc le Morbihan et la Sarthe, pour voir un petit peu comment ça se passait dans ces départements où en fait il y avait moins de relais familiaux et des migrations antérieures, pour voir un petit peu comment ça se déroulait pour les réfugiés qui débarquaient là-bas. Donc il faut savoir déjà, et peut-être vous ne le savez pas toutes et tous, qu'il y a déjà eu des exils intérieurs en Espagne pendant la guerre, au moment où la guerre débute. En fonction des avancées des fronts, évidemment, il y a déjà des familles entières et des milliers de personnes qui vont se retrouver à devoir s'exiler d'une région à une autre. C'est là que la Catalogne va devoir accueillir énormément de monde. Il y a aussi des départs de réfugiés espagnols déjà pour la France à partir de 1937, notamment par le bateau et par la frontière nord maritime. Donc il y a des réfugiés espagnols qui vont débarquer une première fois en 1937, être pris en charge dans des centres d'hébergement qui vont être des centres d'hébergement ponctuels et qui ensuite vont fermer pour certains, pas pour tous, et donc les réfugiés vont être renvoyés en Espagne. Quand ils ont la possibilité, on leur demande de choisir entre le camp franquiste et le camp républicain. Ça, c'est quand les choses se font bien. Et ensuite, potentiellement, donc, il y a aussi moi j'ai interviewé des réfugiés qui, elles, ont été une première fois en France, sont retournés en Espagne et sont revenus ensuite lors de l'événement qu'on appelle la retirada, qui veut dire la retraite militaire en espagnol, mais qui concerne évidemment pas que les hommes, qui a aussi concerné environ 90 000, enfin environ 100, il y a 500 000 réfugiés globalement qui passent, et on estime qu'il y a environ 210 000 civils. Donc dans les civils, on va classifier plutôt les femmes, les enfants et aussi tous les hommes qui ne sont pas susceptibles de pouvoir porter atteinte à la sécurité nationale. Donc ça va être les blessés, ça va être les personnes âgées, etc. Parmi ces civils, on estime, et encore une fois c'est quelque chose qui est un petit peu flou parce que les femmes n'ont pas du tout fait l'objet des recherches et des comptabilités comme ont pu le faire les hommes, on estime qu'il y a environ 90 000 femmes qui se retrouvent en France en février 1939. Et qui donc là vont être envoyés dans les centres d'hébergement. Je vais passer pour voir. Alors il faut savoir qu'au moment où elles arrivent en France, les femmes et les enfants bénéficient plutôt d'une représentation genrée qui leur est favorable. C'est-à-dire que si elles ont pour certaines combattu sur le front républicain, elles ont rapidement, y compris par leur propre hiérarchie, en fait, été retirées du front pour rester plutôt sur de la défense civile, voilà. Et donc, au début, c'est aussi la guerre d'Espagne, c'est un conflit qui est très représenté médiatiquement. Enfin, c'est le début, il y a des reportages photos, il y a aussi des actualités cinématographiques. Et au début, les femmes en armes apparaissent un peu, mais très vite elles disparaissent.
pour laisser place à la figure de la victime, de la mère éplorée, victime du fascisme, etc. Et c'est cette image-là qui va être la plus utilisée au moment où, par les médias et aussi par le camp républicain, en fait, et par tous les soutiens républicains français, pour susciter la générosité et la solidarité française. Donc on va dire, regardez ces pauvres femmes, ces pauvres enfants, victimes, dans l'objectif de pouvoir créer un petit peu, un accueil un petit peu plus humain. Et moi, c'est un peu une des bases de mon travail de recherche, c'est de partir du principe que le gouvernement français a mis en place un accueil qui s'est retrouvé complètement genré, donc basé sur les représentations de genre qu'on avait des femmes et des hommes. C'est-à-dire que tous les hommes, en âge de porter des armes, étaient considérés comme des dangereux sanguinaires, rouges. Ils ne faisaient pas trop la différence entre anarchistes, communistes, ils ne s'embarrassaient pas trop de ça, mais en tout cas c'était des rouges sanguinaires, alors que les femmes et les enfants, elles, étaient plutôt ces victimes-là. Donc c'est pour ça que dès le passage de la frontière, il n'y a pas du tout le même traitement, en fait, pour les réfugiés en armes, les hommes, et pour les femmes et les enfants. Il faut savoir que les hommes vont être, eux, ils vont subir les textes législatifs qui commencent à être promulgués par ce qui est vraiment la fin du Front populaire, hein, du coup, là où du coup en France c'est plutôt des représentations et des positionnements plutôt xénophobes qui ressortent. Donc en fait, le 12 novembre 1938, le gouvernement il promulgue un décret qui va favoriser l'internement administratif des étrangers, et c'est les Espagnols qui vont en être les premières victimes, c'est-à-dire qu'on part du principe que si une personne est susceptible de porter atteinte à la sécurité nationale, le gouvernement a le droit de l'interner sans passage par un juge, etc. Et en fait, c'est grâce à ce décret-là qu'en fait, il va y avoir les camps d'internement qui vont être créés, d'abord dans le sud de la France sur les plages, et ensuite dans différents endroits en France. Mais les femmes, elles, en fait, on va plutôt les envoyer dans des centres d'hébergement. Donc ça, je vous détaillerai un petit peu. Leur exil en France, elle commence par l'arrivée dans ce qu'on va appeler des centres de recueil. Pareil, c'est extrêmement flou. Les centres de recueil, ça va être à la frontière espagnole, dans différents endroits. Ça va être par Bourg-Madame et puis Cerda, ça va être par Prats de Moyo, ça va être par la Junquera, le Pertus, etc. C'est des endroits où en fait il va y avoir des passages donc des gardiens qui vont être là, des militaires qui vont favoriser le passage ou pas des réfugiés espagnols. Donc à partir de fin janvier, 27-28 janvier 1939, on fait rentrer les femmes et les enfants, mais on bloque les hommes. Ça veut dire qu'il y a des familles entières qui vont être séparées à la frontière, certaines qui ne vont jamais se retrouver, et en fait on bloque. Les hommes vont pouvoir passer, mais 2 semaines plus tard, enfin non, une semaine plus tard, à partir du 5 février. Et en fait, on va mettre les femmes et les enfants dans des structures en dur, dans la mesure du possible, dans des bâtiments municipaux, donc ils sont évidemment débordés, hein, mais dans les écoles, tout ça. Alors que les hommes, ils vont être mis dans les champs, ils vont vraiment être parqués autour des barbelés. Il va y avoir des personnes qui vont les garder, mais ça va vraiment être dans la neige. Il y a déjà énormément de morts à ce moment-là, surtout chez les hommes. Et ensuite, ils sont dispersés. Les femmes et les enfants sont transférés dans les gares, notamment à la Tour de Carole, et vont être envoyés donc dans les départements de correspondance qui auront été sollicités par le ministère de l'Intérieur. Les préfets de tous ces départements-là sont sollicités depuis des mois pour qu'il y ait un repérage de tous les lieux qui peuvent être utilisés pour accueillir les réfugiés espagnols. Et donc c'est là qu'en fait il va déjà y avoir non seulement un accueil genré, mais aussi un accueil qui va être politisé, c'est-à-dire que l'accueil dans les villes et les villages, ils vont être extrêmement disparates en fonction notamment du positionnement en fait, des équipes municipales sur place par rapport à la République espagnole. Si on a des équipes municipales, des syndicalistes, des associations qui sont plutôt favorables à la République espagnole, là, il va y avoir plein de choses qui vont être mises en place pour essayer de faciliter l'arrivée des réfugiés espagnols. Ce qui ne veut pas dire que ça sera agréable à vivre, mais en tout cas, on peut essayer de faire en sorte qu'ils aient des couvertures, ils aient des vêtements. Et à l'inverse, dans d'autres endroits, en fait, il faut que les bâtiments soient réquisitionnés parce que le maire du village refuse complètement que des étrangers à la patrie arrivent. Donc on a vraiment déjà des situations très différentes. Les transferts, je ne sais pas si c'est très visible, mais bon, c'était un document que j'ai fait pour ma thèse. C'est les premiers, j'ai retrouvé les premiers convois qui sont envoyés donc dans les différents départements. On voit que le premier convoi qui parle d'Ars-sur-Tech, il arrive à Rouen. Et il part le 31 janvier. On ne sait pas forcément toujours combien il y a de réfugiés espagnols, parce qu'encore une fois, il s'agit de femmes et d'enfants, ou d'hommes blessés. Ce n'est pas des gens dangereux, ce n'est pas sur eux que la surveillance va s'effectuer en premier. Donc vraiment, tous les effectifs de surveillance de la police, etc., vont être envoyés en priorité dans les camps pour garder les hommes. Les femmes, on va se rendre compte après qu'en fait, elles aussi, elles sont politisées, parce qu'au début, ils n'ont pas pris du tout conscience de ça. Donc il y a ces dispersions là dans les départements de correspondance.
Et donc, on va les envoyer tout d'abord dans la préfecture, au lieu d'accueil. Ils arrivent par exemple à Rouen ou à Évreux. Et là, ils vont passer il va y avoir une visite sanitaire. Je vais vous lire un petit extrait d'un témoignage. Et ensuite, il va y avoir une redispersion. 1 ou 2 jours après, il va y avoir une campagne de vaccination, etc. Et il va y avoir une redispersion dans différents endroits du département. Donc il y a des départements où il va y avoir une quarantaine, une cinquantaine de lieux qui vont être mobilisés. Ça peut être des fermes, des gens qui ont répondu en disant « bah oui, nous on a la grange, on peut accueillir 3 familles ». Ça peut être des usines désaffectées, ça peut être comme ici le château de Gaillon. Et en fait, ça va être en fonction. Il y a des départements qui vont avoir une dizaine de lieux d'accueil, d'autres ça va être plus d'une cinquantaine. Donc j'ai recensé un petit peu la typologie des différents centres d'hébergement. On voit qu'il peut y avoir des prisons, des écoles désaffectées, des théâtres, des hôtels, des bâtiments industriels, des camps de vacances, des sanatoriums, des stades municipaux. Enfin, c'est vraiment extrêmement varié en fonction des lieux. Donc ça explique aussi le vécu complètement différencié des réfugiés. Il y en a qui vont se retrouver dans des bâtiments isolés, avec déjà les colonies de vacances, il y a déjà les lits, il y a déjà les cuisines, mais il y a des gens qui vont arriver, il y a des réfugiés qui vont arriver dans des endroits où il n'y a pas l'eau courante, où il n'y a pas l'électricité, où il n'y a pas les toilettes, où ils vont se laver dans la rivière. Donc c'est vraiment des expériences finalement qui sont extrêmement variées. Là, pour vous réexpliquer un petit peu ce qui va se passer après, les femmes espagnoles et les enfants, elles vont rester dans les centres d'hébergement pour certaines entre quelques semaines jusqu'à 1 an et demi. En gros, les centres d'hébergement qui ferment le plus tard ferment à l'été 1940. D'ici là, les femmes, elles auront plusieurs options quand on leur demande leur avis, ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Mais en gros, soit elles se font rapatrier en Espagne, et la plupart du temps, c'est un rapatriement d'office, c'est-à-dire qu'on part du principe que puisqu'elles sont femmes et enfants, elles ne subiront pas la répression franquiste. Donc, il y a celles qui ne se rendent pas compte forcément, parce qu'on ne leur dit pas, évidemment, qu'on va les renvoyer en Espagne, sinon c'est trop facile. En fait, on leur dit, on va vous changer de lieu. Donc, il y a des femmes qui se rendent compte et qui vont se rebeller à temps pour ne pas retourner en Espagne, mais il y a des femmes qui se retrouvent, qui retournent en Espagne sans avoir d'autres possibilités. On leur propose aussi, pour beaucoup d'entre elles, de faire un regroupement familial, soit avec des membres de leur famille qui ont déjà émigré en France, ce qui est tout à fait possible, notamment dans le sud-ouest, soit parce qu'en fait, elles ont retrouvé la trace des hommes dans les camps de concentration, et donc à ce moment-là, les hommes, eux, très rapidement, à partir d'avril 1939, quand le gouvernement français sent que la Seconde Guerre mondiale arrive, va se dire, tiens, je vais utiliser la compétence des hommes espagnols, donc très vite, ils vont être mobilisés dans ce qu'on va appeler des compagnies de travailleurs étrangers ou dans des chantiers, et à ce moment-là, en fonction des préfets, les femmes et les enfants peuvent demander à être regroupés auprès du chef de famille, comme ils disent. Et donc, les femmes ne sont plus gérées administrativement par l'État français. Il y a aussi la possibilité pour elles d'être quand même mises au travail. Elles peuvent demander, en fait, même si le gouvernement français ne pense pas à elles tout de suite, mais une fois que la guerre est déclenchée à partir de septembre, on va quand même faire appel à leur main-d'œuvre, notamment parce qu'il y a aussi des Espagnols, pour beaucoup, qui ont travaillé dans les usines d'armement en Espagne. Donc, en fait, elles ont des compétences qui va être réutilisée. Il y a aussi la possibilité d'émigrer au Mexique, en Amérique du Sud, dans d'autres pays. Et enfin, pour celles dont on n'arrive pas à se débarrasser parce qu'elles ne veulent pas retourner en Espagne, qu'elles n'ont personne de leur famille qu'elles retrouvent, qu'elles ne veulent pas être mises au travail, etc., du coup, on va les interner. On va les envoyer dans les camps d'internement pour femmes. Donc, Rieucros, si elles ont plutôt un profil de forte tête, en Lozère, donc, ou alors les camps de Rivesaltes ou d'Argelès. Donc, il y en a, j'ai fait un petit... Oui, voilà. En fait, on a vraiment des femmes, là j'ai retrouvé aux archives départementales vraiment des dossiers, ce qui était assez rare de retrouver beaucoup d'infos sur les femmes en tant que telles, ce qui m'a permis de voir qu'en fait, elles ont des parcours migratoires en France en quelques mois qui sont vraiment extrêmement divers. Elles font la frontière, pour certaines, 1 ou plusieurs centres d'hébergement, ensuite un camp et un autre camp. Il y en a d'autres qui font frontière, plusieurs centres d'hébergement et ensuite un seul camp. D'autres qui font un centre d'hébergement, le camp d'Argelès, le camp de Rivesaltes. Il y en a qui font 3 camps d'internement à la suite, et il faut savoir que la majorité d'entre elles, elles font juste le passage à la frontière, l'envoi dans les centres d'hébergement, 1 ou plusieurs, et ensuite elles retrouvent leur famille et elles choisissent soit avec la guerre, de revenir en Espagne ou de rester en France. Donc c'est vraiment des parcours extrêmement divers. Des parcours très très hétérogènes et là c'est vrai que c'est hyper intéressant cette exposition là aussi parce qu'on voit vraiment la diversité des espaces. Pour en revenir sur... alors, attendez, c'était pas là. Voilà, c'est ça.
ce qui a été compliqué pour moi, en fait, ça a été de refaire la lumière sur ces femmes espagnoles. Et en l'occurrence, c'est ce que je vous disais, la police a un avantage certain pour les historiens et les historiennes, c'est de produire énormément d'archives. Et donc, en l'occurrence, c'est vrai que c'est extrêmement agréable de pouvoir trouver des dossiers extrêmement développés sur les réfugiés dans les camps, etc. Mais les femmes, elles n'ont pas du tout fait l'objet de ces enquêtes-là. Au mieux, j'ai retrouvé des listes comme ça. Donc là, c'est les listes des réfugiés qui passaient à Arles-sur-Tech, donc à la frontière. Donc on a, déjà c'est extrêmement mal écrit et la plupart du temps, il y avait des fautes d'orthographe sur les noms et sur les prénoms. Mais en plus de ça, vous remarquerez, il y a un nom de famille qui est donné. Donc je ne sais pas combien il y a de Maria Asuncion en Espagne, mais à mon avis, elle n'est pas toute seule à passer la frontière. On a aussi la provenance, mais alors est-ce que c'est la provenance, c'est-à-dire le dernier endroit où elles ont vécu pendant la guerre d'Espagne ? Ou est-ce que c'est leur ville de naissance ou leur province de naissance? Il n'y a aucune information là-dessus. Et évidemment, la question qu'on se pose, c'est de savoir si elles ont des enfants ou si elles sont célibataires, si elles sont mariées, etc. Il n'y a rien qui est demandé sur leur profil politique. Il n'y a rien qui est demandé sur leur participation au conflit. Il n'y a rien qui est demandé sur leur appartenance syndicale. Alors même que les femmes espagnoles, et celles que moi j'ai retrouvées dans les centres d'hébergement, parce que quand elles commencent un peu à s'énerver dans les centres d'hébergement, là la police arrive, et là il y a une enquête plus importante. Elles ont monté des sections à la CNT, elles font partie des Mujeres Libres, elles sont affiliées, enfin elles sont responsables d'associations, etc. Elles ont des profils qui sont clairement politiques et investis. Mais ça, c'est complètement invisibilisé, si vous voulez, au niveau des archives. Moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir retrouver des femmes et j'ai fait le choix de faire des entretiens avec des femmes qui ont passé la frontière adultes. C'est-à-dire qui avaient déjà la possibilité de s'être investies volontairement et politiquement dans le conflit. Alors que pour les hommes, il y a... Quand on lit les rapports pour les hommes à la préfecture, moi j'en ai lu plusieurs aussi, il y a effectivement, tout est extrêmement détaillé de leur passage, de leurs orientations politiques, de pourquoi est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils veulent retourner en Espagne, enfin, vraiment c'est extrêmement détaillé pour les hommes, extrêmement. Et cette invisibilisation là, des femmes dans l'histoire aussi, elle est liée à plein d'autres choses. Déjà, il y a une écriture qui, enfin sur le plan de la grammaire tout simplement, l'écriture elle est masculine. Par exemple, les listes, à chaque fois c'était écrit « réfugiés espagnols » au masculin. Et en fait, à chaque fois dans les listes, ce n'était que des femmes et des enfants. Mais pour autant, l'écriture inclusive n'était pas encore trop utilisée. Donc du coup, il a fallu qu'à chaque fois, j'aille chercher les informations qui paraissaient normalement que masculines, alors qu'en fait, elles étaient féminines. Il y a aussi un focus après mémoriel et historique, clairement, sur la résistance, le poids des héros, des miliciens, des guerriers. On a quand même toujours un petit peu eu ça. Et donc les femmes sont toujours passées à l'arrière-plan. On partait du principe... Déjà, elles ne racontaient pas trop ce qu'elles avaient vécu, elles, par pudeur ou aussi pour laisser la place aux hommes. Mais aussi parce que, voilà, ils prenaient, les hommes et la version guerrière de l'histoire prenaient un petit peu toute la place. Enfin, il y avait aussi ce choix-là des femmes, qui était de travestir les informations, c'est-à-dire qu'elles-mêmes, se faisant interroger par la police, avaient bien conscience qu'elles ne pouvaient pas tout dire, parce qu'elles ont vécu des années, puis on parle de la guerre d'Espagne, mais en vrai, l'histoire politique espagnole, depuis le début du XXe siècle, enfin, elle est extrêmement riche. Là, moi, je travaille sur la période 1920. Les femmes, enfin, il y en a, j'en ai retrouvé qui tuaient des cardinaux, qui faisaient des attaques de banques, elles faisaient des manifestations en non-mixité, parce que comme ça, elles étaient sûres qu'en faisant des manifestations contre femmes, il n'y avait pas de policiers dans le cortège. Enfin, il y avait des stratégies déjà qu'on peut considérer aujourd'hui comme des stratégies féministes. Elles ne le disaient pas comme telles. Donc en fait, quand les policiers venaient les interroger, bah, forcément, elles n'allaient pas dire qu'elles étaient responsables de la CNT de leur village, en fait. Donc en plus, pour une historienne a posteriori, c'est très compliqué de retrouver vraiment quelles étaient leurs modalités d'action en tant que telles. Mais du coup, j'ai quand même retrouvé des informations et je peux vous dire qu'en l'occurrence, dans les centres d'hébergement, il y a énormément de profils militants, enfin qu'on va considérer aujourd'hui comme des profils militants. Donc la vie dans les centres d'hébergement, elle va aussi dépendre de quelles sont les femmes qui sont présentes et comment est-ce qu'elles vont décider de prendre la main un petit peu sur l'organisation des centres. C'est-à-dire, quelle marge de manœuvre vont leur laisser l'administration française dans les centres d'hébergement? Il va y avoir des centres où il va y avoir des règlements extrêmement stricts. De toute façon, le préfet demande à ce qu'il y ait des règlements intérieurs qui soient édictés pour chaque centre d'hébergement. Mais du coup, il y a des responsables de centres qui vont dire bah, « faites donc votre règlement intérieur et puis vous me dites ce que vous en pensez ». Il y en a qui vont créer un règlement intérieur mais que personne ne va respecter et il y en a où il ne va finalement pas y avoir de règlement intérieur. Donc, les contraintes et les modalités de résistance à ces contraintes, en fait, elles sont extrêmement variées d'un centre à l'autre. Du coup, moi, pour avoir un peu travaillé sur quelques centres d'hébergement, déjà, ce que je vous disais, c'est qu'il y a vraiment des
des réalités, comment dire, de vie, et sanitaire, et à l'intérieur des centres, qui est très très différent. On a l'avantage quand même aussi au niveau des archives, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les archives des associations espagnoles et françaises et internationales qui venaient en observateur dans les centres d'hébergement. Donc il y avait la possibilité en fait pour elles donc elles écrivaient, c'était souvent des femmes, des délégués qui rendaient visite aux Espagnols et qui du coup racontaient ce qui se passait et ensuite envoyaient à une centrale à Paris les besoins, faisaient remonter les choses et essayaient de faire remonter aussi, faire pression sur les préfets pour que certaines situations soient améliorées. Donc là on voit qu'il y a vraiment les réfugiés sont très bien logés dans 2 maisons du village, chaque ménage étant séparé, la nourriture est bonne, le maître d'école qui en a la charge est très amical, voilà, alors qu'à côté, le groupe est hospitalisé dans un village très pauvre, entassé dans des chaumières, couchant à 10 par chambre, ils couchent sur de la paille qui recouvre le plancher, ils ont tous l'aspect malsain et misérable, le docteur n'est pas sympathique, personne ne parle français, etc., etc. Donc il y a vraiment des situations très très disparates. Ce qui fait que les réfugiés, les femmes et les enfants vivent les situations de manière très très différente. Parmi les dispositifs étatiques d'encadrement que j'ai recensés, on va avoir déjà la séparation de la sphère familiale, c'est-à-dire que au passage de la frontière, les femmes avec leurs enfants pouvaient rester ensemble, éventuellement les tantes, c'était la cellule familiale élargie, voire même les personnes des mêmes villages pouvaient espérer rester ensemble, mais évidemment donc, tous les hommes étaient séparés. Donc il y a déjà cette séparation-là, qui est extrêmement douloureuse parce qu'en fait, c'est pas tout de suite que les réfugiés vont pouvoir reprendre contact. Ce qu'il va falloir, c'est attendre quelques semaines déjà, qu'il y ait une quarantaine qui soit passée. Ensuite, que les réfugiés, on leur donne la possibilité d'écrire ou de se renseigner. Donc ça peut être par la radio, pour celles qui obtiennent la radio, ça peut être par les journaux espagnols qui vont faire passer les annonces, un tel dans tel camp cherche telle famille, etc. Mais la plupart du temps, c'est les femmes qui sont à l'initiative, parce que c'est beaucoup plus facile pour les femmes dans un centre d'hébergement d'écrire dans 10 camps de concentration que les hommes d'écrire dans des milliers de centres d'hébergement dont ils n'ont pas l'adresse. Donc c'est plutôt les femmes qui sont à la manœuvre, mais l'absence de nouvelles, elle peut durer plusieurs mois. Il y a aussi de la part de l'administration française la volonté de maintenir les réfugiés dans l'ignorance de leur destination et de leur devenir, et ça dès le passage de la frontière. On les met dans des trains, elles voyagent la nuit, elles n'ont pas toujours à manger dans le train, elles ne savent pas où elles arrivent. Il y a des témoignages de réfugiés qui débarquent dans l'Aube, dans des endroits, et on leur a rien dit, donc elles vont rester des jours et des jours dans le train. Ça c'est extrêmement anxiogène. Il y a la volonté aussi de leur imposer des fonctionnements spécifiques. C'est pas forcément pensé comme étant des violences étatiques en tant que telles, mais ça fait partie des violences symboliques, c'est-à-dire qu'on va leur imposer une heure de déjeuner, et on sait bien que l'horaire des Espagnols n'est pas du tout le même que l'horaire des Français. On va leur imposer des choses à manger que les réfugiés ne connaissent pas forcément, dont elles n'ont pas l'habitude, et donc en fait ça va être tout un travail de leur part pour essayer de reprendre la main aussi sur rien que pouvoir faire à manger. Donc il y a une vraie perte de repères. Il y a les conditions de vie, donc je vous dis, qui sont très très mauvaises. Et en fait, c'est une manière aussi d'assujettir les groupes, c'est-à-dire qu'on les place toujours en position de devoir demander, de devoir quémander pour que ça aille mieux. Donc c'est vraiment toujours une position où en fait elles sont totalement dépendantes de l'environnement français qui leur est imposé. Et il y a des centres d'hébergement, si vous voulez, qui sont... donc les camps de concentration, pour vous dire la différence, c'est qu'il y a des gardiens, c'est aussi sous l'autorité soit du ministère de l'Intérieur, soit la plupart du temps aussi l'autorité militaire, alors que les centres d'hébergement, ça va être géré par les municipalités. Et il n'y a pas forcément de barbelés. Il y en a, en l'occurrence, par exemple, à Grenoble, on sait que le camp de la Houille Blanche, ça a été un endroit horrible où ils mettaient des barbelés et aussi quand même des gardiens à l'extérieur. Mais sinon... il y avait des endroits, et la plupart du temps c'était comme ça, les femmes espagnoles, elles étaient dans un centre d'hébergement, mais le centre était ouvert, c'était par exemple une usine désaffectée, mais dans la journée, elles pouvaient très bien se promener dans le village. En général, il ne fallait pas qu'elles dépassent la délimitation de la commune, mais par contre, il fallait qu'elles reviennent pour manger, où ils pointaient le soir, mais sinon c'était possible de se promener en liberté surveillée, on va dire. Mais donc c'était vraiment un petit peu, c'était différent, mais elles étaient quand même toujours obligées de quémander. Il y a aussi la discipline sur les corps et les esprits, par les règlements intérieurs, je vous disais, par la limitation quand même du déplacement. Les violences physiques et sexuelles quand même, parce qu'en l'occurrence, 50 femmes espagnoles qui débarquent dans une école où les portes ne sont pas fermées, il y a des témoignages de femmes qui disent que les hommes du village rentraient la nuit, en fait, dans les dortoirs.
et que bon, les femmes savaient se défendre. Du coup, je vais vous lire quand même quelques témoignages là-dessus, parce que c'est... Bah, oui, je vous les lirai... Non, si, je vais vous lire quand même ce que me racontait Teresa, une des réfugiées. Les violences, elles se font aussi par rien que l'acte de la visite médicale. Enfin, la vaccination et les fouilles, en fait, les femmes, elles n'étaient pas du tout... Enfin, elles s'attendaient pas du tout à ça. Elles pensaient arriver dans une république amie, et en fait, elles se font vraiment traiter, elle le dit, Teresa, comme du bétail d'importation. Je vais vous lire son témoignage, parce qu'il est assez illustre, assez bien. Je n'oublierai jamais les cris des petites vieilles, obligées comme nous qui avions 20 ans, à s'exhiber à poil devant les gendarmes, les docteurs, les auxiliaires et les bureaucrates, chargés de veiller à la santé publique de la douce France. Femmes espagnoles qui ne s'étaient jamais montrées nues, y compris dans l'intimité conjugale. Femmes au corps flétri et déformé par les années, les accouchements, le travail physique démesuré et une guerre de 32 mois qui en a laissé beaucoup avec juste la peau sur les os. Tout cela devant les yeux des enfants, les fils ou les petits-fils de ces femmes humiliées. On les avait désinfectées avant, et elles étaient assises sur des bancs accrochés au mur de l'hospice où elles étaient rangées comme du bétail d'importation. Donc elle le raconte, en fait, cette violence-là de se sentir complètement indésirable finalement et clouée au pilori, quoi. Il y avait aussi donc, les risques des mesures disciplinaires. On le voit dans... les motifs d'internement, en fait, le camp de Rio Croce, ça va vraiment être le camp qui va, à partir de septembre 39, être considéré comme le camp répressif pour toutes les mauvaises têtes. Et donc c'est là qu'on va commencer à mettre les Espagnols, c'est-à-dire les maires des villages et les responsables des centres d'hébergement. Pour certains, vont se rendre compte qu'il y a des femmes qui commencent à chanter, qui commencent à avoir des revendications qui sont un petit peu plus que juste des revendications autour de la nourriture, etc. On va faire des fouilles dans les centres d'hébergement et on va voir que dans les valises, en fait, les femmes, elles ont des pistolets, qu'en fait, elles ont de la presse, et donc, elles commencent un peu à s'inquiéter. Et donc, il y a beaucoup de préfets qui vont demander à faire sortir en fait, les femmes qui posent problème dans les centres d'hébergement, et donc on va les envoyer au camp du Rio Croce. Mais pour le coup, les motifs d'internement sont complètement hallucinants. C'est là qu'elles deviennent vraiment indésirables, mais c'est un spectre de l'indésirabilité, si vous voulez, qui recouvre tout ce qu'une femme ne devrait pas faire. Et donc là, c'est là qu'elle passe de... Enfin, en fait, c'est vraiment la caricature de la femme de mauvaise vie, parce qu'en fait, elle ne correspond pas à ce que la France attend d'elle. Donc on a, et puis alors le rapport sur l'idée même qu'elle puisse être elle-même politisée, ça rentre vraiment pas dans les têtes à l'époque. Donc a épousé les idées anarchistes de son mari. Donc c'est des transferts. Alors il y en a, ça j'aime beaucoup, sans motif connu, mais bon quand même, je pense qu'elle chante un peu trop fort le soir. Il y a des condamnations là à Rio Croce, du coup il y a aussi des femmes qui arrivent condamnées par la justice, mais sinon, et de conduite et de moralité mauvais. Elle se livre à la prostitution clandestine et franchement indésirable. Preuve d'indiscipline complète. Elle outrage continuellement le personnel de garde. Donc ça, elle frappe les gardiens, c'est ça. C'est vraiment... Recevait chez elle des anarchistes espagnols se dissimulant à Paris, extrémistes de gauche. Il y a aussi deux femmes anarchistes, dont l'une avec enfant, qui font de la propagande active, qui gênent ainsi les rapatriements. Parce qu'il y a aussi les femmes qui commencent à dire « mais ne retournez pas en Espagne, faisons front tout ensemble pour refuser les rapatriements ». Et donc ça commence à gêner. Donc c'est à ce moment-là que certaines femmes vont être renvoyées dans les centres d'hébergement. Donc ça fait partie, en fait, des mesures disciplinaires. Et il y a aussi donc, les rapatriements forcés, comme je vous disais. Voilà. Donc il y a vraiment une emprise des autorités françaises qui est extrêmement multiple sur le corps comme sur l'esprit des femmes. Sauf que du coup, l'avantage quand même de ces stratégies d'assujettissement, c'est que derrière, il y a forcément une réaction. Et que les femmes, elles ne vont pas se laisser faire. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de creuser au maximum pour voir un petit peu quelles étaient les modalités de résistance en fait, de ces femmes-là, qui ne sont pas des modalités habituelles de résistance armée, telles qu'on peut l'entendre après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vraiment comment on refuse de se soumettre à des injonctions étatiques. Et là, en fait, il a fallu redéfinir ce que c'était que la résistance, que résister, et quelles modalités d'opposition on a au dispositif étatique. Et pour ça, il y a des sociologues, des politologues qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'on va appeler l'infrapolitique des dominés, et en fait, notamment tout ce qui peut être de l'ordre de quelque chose qui n'est pas perçu dans un premier temps comme une rébellion politique affichée, mais qui finalement va quand même re-questionner les normes. Ça va être par exemple les esclaves en Amérique du Sud qui vont... en fait, il va y avoir le carnaval, et comment est-ce qu'on renverse les normes pendant le carnaval, comment est-ce qu'on s'autorise, parce qu'on est déguisé, en fait, à faire des choses qui d'habitude sont interdites, etc. Et donc, tout ce qui va rester caché, et qui va rester caché pour différentes raisons.
Déjà, ça reste caché parce que quand on est réfugié espagnol dans un centre d'hébergement, en fait, on ne peut pas risquer justement de se faire envoyer rapatrier ou envoyer en Espagne. Donc déjà, il faut que ça reste caché aux yeux des autorités. Mais donc c'est aussi, voilà, en fait, c'est hors du prisme politique et c'est aussi parce qu'il y a des actions qui sont mises en place qui ne sont pas vues, à l'inverse, par les autorités comme des actions subversives. Il va y avoir énormément de théâtre, de chants, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises en place et qui vont pas être perçues comme quelque chose de problématique, alors même qu'il y a un message et une volonté politique derrière de retrouver ne serait-ce qu'un peu de dignité. Et c'est la première des choses à faire, c'est parce que les femmes, elles me disaient, pour résister et pour se relancer à l'assaut, parce qu'elles comptaient retourner en Espagne, pour elles, c'était pas fini, en fait, le combat. En fait, il faut retrouver déjà une force de vivre, de résister, d'exister, et donc il va y avoir vraiment plein de choses. Et donc on va commencer par la base déjà, l'humour et l'ironie, parce qu'en fait elles ne peuvent pas rester dans les centres d'hébergement et subir sans cesse, avec une tristesse infinie, la séparation, la fin de la guerre, la fin d'un combat et d'une volonté de changer la société politiquement. Donc il va y avoir la mise à distance et la volonté de se préserver et de mettre les choses pour ne pas sombrer. Il y a une des réfugiées qui a un témoignage que je ressors tout le temps parce qu'il était vraiment absolument magique. Elle, avec sa mère, elles avaient monté une radio qu'elles appelaient Radio Calamidad, donc la radio des calamités, dans leur centre d'hébergement, en fait, où elles racontaient tout ce qui se passait, elles inventaient plein de choses pour faire rire un petit peu tout le monde. Et elles racontent, du coup, leur arrivée dans les centres d'hébergement aussi, et c'est magique comment elle raconte ça, elle dit très très bien les choses. C'est un témoignage écrit qu'elle m'a transmis, donc vous verrez, c'est pas du tout oralisé, mais... Donc, elle revient, elle, sur la chaîne médicale, juste avant d'arriver, elle arrive à Troyes. Au bout de cette sorte de chaîne médicale, on nous donna tout de même de quoi nous couvrir, les habits du théâtre de la ville de Troyes. On assista alors à un défilé de marquises, arlequins et bergères. Ma mère avait une grande robe à traîne, avec un décolleté plongeant dans le dos, très début du siècle. On se faisait des révérences, on plaisantait, on disait qu'on allait sûrement nous loger dans des châteaux, qu'on nous préparait un festin, que tout serait merveilleux, le reste n'était qu'un mauvais cauchemar. C'était un moment hors du temps où chacun s'amusa à se figurer autre, à s'imaginer ailleurs, à oublier par la magie d'un vêtement un instant porté l'exode et le malheur. Chacun s'inventa son propre conte de fées, avec un humour communicatif, celui qu'on s'invente comme une arme dans les situations les plus tragiques. C'est ainsi que dans les moments les plus tristes, la meilleure défense pour ne pas sombrer, c'est encore la dérision et l'imaginaire. Puis, chacun retrouva ses habits dans les cabines respectives, les vrais ceux-là. Ce témoignage me fout toujours la chair de poule, je le trouve extrêmement... vrai, en fait, dans cette manière de déjà prendre conscience de là où on est et de ce qu'on va devoir, à quoi on va devoir s'affronter. Il y a aussi beaucoup les activités artistiques, et ça, c'est vrai que ça sauve beaucoup les réfugiés espagnols, et c'est pas anodin, c'est-à-dire que ça vient pas de nulle part. Je veux dire, le conflit de la guerre d'Espagne, et même tout, enfin, la montée de l'anarchisme et la volonté de proposer une autre, avec l'arrivée de la République, une autre société en Espagne, c'est passé par l'éducation des enfants, c'est passé par des mesures sanitaires, enfin l'Espagne était beaucoup plus progressiste que la France à l'époque, et c'est passé par des activités, des athénées, des activités artistiques, une réflexion sur être végétarien, sur le naturisme, enfin, il y avait vraiment une réflexion qui était partagée par des millions de personnes à l'époque, c'était vraiment pas anodin, et donc pour elle c'est aussi logique de réutiliser ces armes-là, donc de pouvoir faire du dessin, de pouvoir proposer des pièces de théâtre. Et ces pièces de théâtre, elles vont demander à ce que les Français et les Françaises débarquent dans les centres d'hébergement pour assister en fait à ce qu'elles ont vécu. Donc il y a des pièces sur quel était le vécu dans les espaces qui étaient collectivisés en Espagne. Enfin, il y a vraiment une volonté de rendre compte de l'espoir politique qu'ils ont eu. Il y avait des expositions, il y avait vraiment plein de choses. Au camp d'internement, en l'occurrence, où il y avait aussi des antifascistes allemandes, enfin qui n'étaient pas que des Espagnols, il y a eu énormément de productions artistiques, des dessins, des choses qui étaient... et qui montraient aussi à quel point, au sein des centres d'hébergement et des camps, tous recréés comme des petits espaces aussi pour voilà, se refaire des lieux à soi, comment prendre soin de soi, se créer des petits... On tendait des draps pour ne pas forcément, dans les dortoirs, être tous ensemble, avoir un petit peu d'intimité. Les femmes, elles demandaient... elles étaient beaucoup à me dire ça aussi, que les premières choses qu'elles ont demandé pour certaines en arrivant en Espagne, c'était des bijoux, du rouge à lèvres. C'était aussi une manière de pouvoir se couper les cheveux, c'est-à-dire retrouver une dignité aussi intime, mais en fait nécessaire pour rester debout. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses liées aussi aux soins, à l'apparence, au droit à la dignité.
Il y avait aussi donc, les modalités de résistance, je vous disais, de s'organiser pour la cuisine. La plupart du temps, en fait, c'était des Français qui leur faisaient à manger, qui leur apportaient. Et les collectifs qui se sont organisés dans les centres d'hébergement, très rapidement, une des premières choses qu'ils ont demandé et qu'elles ont trouvé légitime à demander, c'est « Ok, est-ce que finalement vous pouvez nous amener à manger et c'est nous qui le faisons à notre sauce ?» Elles ne vont pas cuire le riz de la même manière, elles ne vont pas cuire les patates de la même manière. Et ça, c'est une première manière de s'adresser aux entités responsables d'aides administratives, en fait, en groupe, et donc de prendre conscience de la force du groupe. Elles deviennent chefs de famille, c'est-à-dire qu'en tant que femmes, elles le deviennent, elles s'expriment au nom d'un collectif qui leur donne de la force. Donc évidemment, il y a des dissensions, évidemment, tout n'est pas rose, et évidemment, il y a des centres d'hébergement où il n'y a pas du tout ce collectif qui se crée. Mais pour un peu que des femmes aient l'habitude aussi de faire groupe, bah, clairement, il y a eu des espaces où, des centres d'hébergement où les choses se sont très très bien organisées. Les revendications aussi politiques primaires, c'est déjà le droit à l'éducation. Et ça, c'est quelque chose sur lequel elles ne transigent pas aussi. Les femmes, elles demandent très rapidement à toutes les structures d'entraide qui existent dans les localités, qui peuvent être les structures syndicales ou alors même aussi catholiques pour certaines, etc. En fait, ça va être mais arrêtez de nous donner à manger ou des vêtements. Nous, ce qu'on veut, c'est des livres. Ce qu'on veut, c'est une grammaire française. Ce qu'on veut, c'est des dictionnaires. Ce qu'on veut, c'est du papier, des timbres. Et ce qu'on veut, c'est que les enfants puissent aller à l'école. Et donc ça, c'est une revendication. Et ça, c'est extrêmement variable aussi en fonction des centres d'hébergement. C'est-à-dire qu'il y a des centres d'hébergement où les enfants vont aller à l'école du village. À d'autres moments, par exemple, mais l'institut est d'accord pour les prendre le soir pendant 2-3 heures pour leur faire cours. Il y a des centres d'hébergement où c'est plutôt des réfugiés espagnols eux-mêmes, parce que, évidemment, dans un groupe de 200-300 personnes, il y a une institutrice qui est là, qui va décider de faire cours aux enfants, et donc il va demander juste de pouvoir avoir des ardoises et du matériel, mais le cours, il va être donné dans le centre d'hébergement. Il y a aussi, dans le sud-ouest de la France, beaucoup, des émigrés espagnols qui donc sont institués en France et qui parlent espagnol, qui vont venir faire cours voilà, aux Espagnols. Et ça ne concerne pas que les enfants. C'est-à-dire que moi, j'ai des réfugiés espagnols qui m'ont dit « mais centre d'hébergement, j'ai passé mon bac là-bas ». Parce qu'en fait, on se donnait tout, on avait des cours à 17h jusqu'à 18h. Du coup, il y en avait une qui nous racontait la géographie de sa province, l'autre qui nous faisait des cours d'histoire. La population était très mélangée dans les centres d'hébergement. Donc on avait aussi des personnes politisées, mais aussi des personnes qui avaient une certaine connaissance. Et donc elles se racontaient des choses. C'était extrêmement bien organisé. Il y avait aussi des pratiques qui montrent un positionnement politique très clair, notamment il y a eu des avortements dans les camps, et des avortements par des femmes qui savaient avorter, et en fait qui avaient conscience aussi de ce que c'était, de la nécessité de le faire, et donc c'était des avortements qui étaient cachés aux autorités françaises évidemment. Donc il y a eu des risques évidemment, il y a eu des morts, mais c'était quelque chose qui était pris en main par les femmes. Et puis après, au-delà de ça, il y a aussi eu, pour le coup, dans des endroits qui n'étaient vraiment pas du tout comment dire, accueillants pour les femmes espagnoles, des vraies révoltes, vraiment des moments vraiment très... où il y a eu des actes de violence, parce qu'il y a eu des intrusions, c'est ce que je vous disais, il y a un homme, enfin une des femmes espagnoles qui m'a raconté qu'il y avait un homme qui était rentré dans le centre d'hébergement, et en fait les femmes, elles l'ont défoncé, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il est allé à l'hosto, que le lendemain il y a eu un article dans la dépêche qui disait « Attention, méfiez-vous des réfugiés espagnols, n'allez pas vous introduire dans les centres ». Elles étaient au bâton, c'était assez violent. Quand il y a des injustices aussi, en fait, elle se révolte quand il y a une femme qui est punie alors qu'elle ne devrait pas l'être. Elles débarquent toutes dans le bureau du maire, elles font l'assaut de la mairie. Enfin, il y a vraiment des situations assez incroyables. Quand il y a les rapatriements aussi, et ça peut être ce qui montre à quel point les femmes, c'est hors de question pour elles de retourner en Espagne sous Franco, et qu'en fait cet exil, c'est un exil politique pour la majorité. C'est qu'il y a des femmes qui vont jusqu'à s'empoisonner, en fait, pour ne pas retourner en Espagne. C'est-à-dire qu'il y a des morts, en fait, des femmes qui refusent complètement. Et il y a aussi des stratégies de discussion, c'est-à-dire que j'ai retrouvé, par exemple, dans des archives départementales, les comptes rendus des raisons pour lesquelles les réfugiés espagnols, dans un centre d'hébergement, refusaient d'être rapatriés. Et en fait, on a des premiers témoignages, donc à participer aux activités de la CNT, famille très investie, etc. Et en fait, au fur et à mesure, c'était un peu tout le temps les mêmes explications, et je me suis dit, mais alors ce centre d'hébergement dans le Morbihan, je me suis dit, mais c'est incroyable parce que genre ils ont récupéré toutes les anarchistes de Barcelone, quoi. Non, en fait, après je me suis dit, bon, c'est fortement possible plutôt qu'il y ait 2-3 anarchistes qui aient dit, bah, de toute façon c'est pas compliqué, si on prouve qu'on a une activité politique en Espagne, ils nous renverront pas, donc en fait elles se passent le mot. Et les policiers n'ont pas de moyen de vérifier si oui ou non elles le sont vraiment, donc c'est aussi des stratégies de se dire, bon bah on va décider d'un mot d'ordre qu'on va toutes se partager, et c'est une manière de résister, voilà, de plein de manières différentes.
Et puis après, il y a aussi les activités politiques traditionnelles, c'est-à-dire la reconstitution des cellules politiques dans les centres d'hébergement ou même après dans les camps d'internement, des groupes, les tensions, les discussions, parce qu'en 1939, vous mettez des communistes à côté des anarchistes dans un centre d'hébergement, vous êtes sûr qu'il y a des soirées assez animées en termes de discussion, donc elles s'empoignaient même, enfin c'était très très compliqué, quoi. Pareil pour celles qui demandaient finalement à être rapatriées en Espagne, parce qu'elles se retrouvent en exil parce qu'au moment où la Catalogne est bombardée, mais finalement elles ne sont pas forcément anti-franquistes complètement, donc quand les réfugiés demandent à retourner en Espagne, en fait dans les centres d'hébergement, ils sont obligés de les changer de lieu pour pas qu'elles se fassent embêter par celles pour qui le retour en Espagne est inconcevable. Donc ça montre vraiment que les femmes espagnoles, et j'en arrive à ma conclusion, que en fait, les femmes espagnoles, elles étaient des vrais sujets politiques en fait, et des vraies actrices d'un combat politique, syndical et sociétal en fait, et qui n'a pas été reconnu, je pense, à sa juste valeur. Et en fait, c'est face à ces dispositifs étatiques là, qui ont été très coercitifs pour la plupart des réfugiés espagnols qu'on a pu voir finalement l'émergence de contestations et qu'on a pu prendre conscience à quel point les femmes étaient concernées en fait, par ce pourquoi elles s'étaient battues pendant des années et des années. Donc je vous dis pendant la guerre d'Espagne, mais bien avant même. Et en fait, l'objectif de mon travail, du travail aux archives et aussi des entretiens avec les femmes espagnoles, c'était de pouvoir donner à voir le potentiel subversif en fait, de ces femmes, leur puissance d'agir face, du coup, par la parole et par le geste, et qui montre qu'elles étaient vraiment des protagonistes de premier plan, en fait, de cet exil espagnol. Voilà. Merci. Voilà, ça c'était juste une photo d'un groupe d'Espagnols au camp de Riocros, et j'aime beaucoup leur... il y a aussi cette espèce de sourire qui fait qu'en fait, non, la femme, il y a une vision très manichéenne quand même des réfugiés espagnols qui est que les femmes et les civils ont beaucoup souffert, et la mémoire a aussi beaucoup capitalisé là-dessus parce qu'il y a eu un besoin de reconnaissance aussi de ce qu'elles ont vécu. Donc oui, il y a eu plein de situations qui ont été extrêmement compliquées, mais elles ont su faire face et relever la tête. Et moi, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on remarque plus en fait et qu'on valorise plus, parce que ce qu'elles ont vécu était inacceptable, mais pour autant, en fait, elles ont su résister. Et je pense que c'est ce pour autant-là qui est trop souvent invisibilisé. Voilà. On va redescendre au niveau Gaillon, hein, puisqu'on va parler de Gaillon. Donc, ce que je vais vous présenter... Attendez, c'est moi qui... C'est simplement un certain nombre de documents. Vous savez qu'on a formé un petit groupe sur Gaillon, on est une bonne vingtaine, et donc on a fait des recherches aux archives municipales, départementales, on a recueilli des témoignages, etc. Et ce que je vais vous présenter, donc, c'est simplement des documents qu'on a trouvés. Donc, tout ça, ça a été rassemblé par des bénévoles, des gens qui ne sont pas des historiens, qu'on a réussi à convaincre d'aller fouiller dans les archives, etc. Très intéressant. Au total, on a environ 500 documents. C'est-à-dire que le groupe a à peu près 500 documents qui sont collectés. Notre projet, c'est un jour de faire une banque de données qu'on ouvrira à tout le monde pour mettre à la portée de tous ces documents, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Et là, je tiens vraiment à remercier ces chercheurs amateurs qui ont osé aller aux archives, chercher, se confronter aux documents, etc. Merci à eux, parce qu'ils ont fait un boulot assez superbe. Donc, dans le premier volet, on va déjà montrer un document qui montre l'importance de Gaillon dans l'accueil des réfugiés dans le département de l'Eure. Et on s'interrogera sur pourquoi. Alors là, vous avez une feuille, une fiche de la préfecture qui récapitule les deux premiers convois qui sont arrivés, 5 février et 15 février, avec la répartition dans le département. Donc vous voyez qu'il y avait des centres d'hébergement un petit peu partout dans le département, il y en avait en gros 25, hein, répartis dans tout le département. Et si vous regardez Gaillon, vous voyez, on frise les 500 accueillis à Gaillon. Alors que dans les autres lieux du département, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Hein, vous avez des endroits, il y a 20, bon, le plus gros de Pont-de-Mer, 160, Bernay, mais bon, même, vous voyez, même Évreux, 90 seulement. Et donc, à Gaillon, on est à hauteur de 500, qui vont donc dans les deux premiers convois, parce qu'après, il va y en avoir d'autres, on va voir. Hein.
Donc c'est vraiment le plus gros centre d'hébergement du département. Alors le problème est de savoir pourquoi. Bah, simplement parce que les locaux s'y prêtent. On est dans une ancienne prison, une ancienne caserne, un peu tout en étant dans la ville, on est écarté de la ville, on peut les bloquer, on peut fermer, il est vide, il n'y a rien dedans, il y a des grandes salles, donc ça s'y prête très bien. Le pourquoi, hein, donc là vous avez l'extrait d'une lettre du mandataire du propriétaire du château. Le château en 25 avait été acheté par M. Fernand Hakoun. Alors la famille Hakoun, c'est une famille un peu particulière parce que c'est une famille qui est originaire du Canada, ultra riche. Il y a à peine un mois, j'ai été contacté par une professeure de l'Université de Montréal qui justement fait un travail sur la famille Hakoun et qui cherchait des renseignements sur la branche française de la famille Hakoun. Alors on ne sait pas trop pourquoi les Hakoun ont acheté le château de Gaillon, certainement qu'ils avaient des projets de mise en valeur, gagner de l'argent, parce que c'était pour gagner de l'argent, hein. Les Hakoun, ils investissaient pas à perte. Ils avaient certainement un projet qui finalement n'a jamais vu le jour. Ils ont acheté le château en 25. En 39, il était toujours vide, complètement vide. Il n'y avait plus rien dedans, etc. Et donc, c'est vraiment favorable. Alors, les choses se précipitent. C'est-à-dire que à Gaillon, on a appris que les réfugiés arrivaient 5 jours avant. Hein. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais donc le château va être, il va être, alors, oh pardon, c'est moi qui fais des bêtises là. Voilà. Le château va être, alors avec le propriétaire, il va y avoir un gros problème, à savoir, est-ce qu'il est réquisitionné? Non, il va être occupé. Il va être occupé, donc le propriétaire va pas apprécier du tout. Et là, vous avez un extrait de la lettre où il proteste auprès du préfet, etc. Il menace d'aller en justice, etc. Ça ne va pas se passer comme ça. Finalement, le château va être occupé, un peu par surprise. Hein, et ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que les litiges entre la famille Hakoun et l'État vont durer. Hein. C'est-à-dire que ça ne va pas se résoudre tout de suite. Ça sera clos définitivement, attendez bien, en 1956. Le procès final va se régler en 1956. Parce que c'est vrai qu'Hakoun, il n'a pas de chance. Hein. Il va avoir les Espagnols, un petit peu après, les Allemands vont occuper le château, puis après, ça va être un camp d'internement administratif de Vichy, donc il va mettre du temps à régler tout ça. Mais donc voilà pourquoi le château de Gaillon a été choisi, quoi. Il s'y prêtait bien. Alors, le premier convoi. Premier convoi, ici vous avez deux documents que je vous ai mis. Vous avez vu dans le document qu'on a vu tout à l'heure, c'est un des premiers convois qui partent de Arles-sur-Têche. C'est un des premiers convois partis qui va arriver sur Évreux et Rouen. Bon. Vous voyez, 4 février 39, une communication téléphonique du sous-préfet. Donc là, je vous ai retranscrit parce que on a trouvé ça sur une petite note à la mairie de Gaillon, sur un petit griffonné, sur un petit bout de papier. Voilà, ils arriveront en gare de Gaillon à 23 h cette nuit. Voilà, hein, bon, il y aura un wagon comportant les réfugiés pour Vernon. Bon, il faut leur donner du café, etc. Puis finalement, un petit peu plus tard, à 17 h 25, on leur dit « Oh, attention, ils vont arriver qu'à 4 h du matin ». Finalement, ils sont arrivés à 5 h du matin. Je reviens sur ce qu'a dit Mogendre, ou Maël. Faut imaginer, ça fait 2 jours qu'ils sont partis. Hein. Ça fait 2 jours qu'ils sont partis. Vous avez vu les circonstances, dans les wagons, ils ne savent pas où, avec les gamins, etc. Et l'itinéraire est assez compliqué. Paris, Évreux. À Évreux, là, on n'a pas le temps. La visite médicale, elle ne sera pas à Évreux, là. À Évreux, on va les dispatcher un petit peu partout dans tous les centres du département de l'Eure que vous avez vus. Pour ceux de Gaillon, ils vont reprendre le train
Et ils vont faire Évreux-Louviers, parce qu'à ce moment-là, il y avait la ligne, Louviers-Saint-Pierre-du-Vauvray, Saint-Pierre-du-Vauvray-Gaillon, et ceux de Vernon continueront jusqu'à Vernon. Donc, pour vous imaginer un petit peu ce que ça donne. Alors là, vous avez un document qu'on a retrouvé, c'est les notes manuscrites de celui qui à l'époque n'était pas encore garde champêtre, Monsieur Roland Roche, qui à l'époque était simplement employé municipal et qui va être chargé par la commune du suivi des réfugiés, de les aider, etc. Bon, je ne reviens pas sur ce personnage, on en a beaucoup parlé à la journée du 24 juin dernier, etc. Et voilà donc ce qu'il écrit, hein. Ils arrivaient à la gare de Gaillon à 5 h du matin, froid rigoureux, on est en février, des camions les conduisaient au château, lamentable exode, bon, etc., je vous laisse lire, etc., maigres, hâves, portant sur leur visage les traces de souffrance, la misère, prestations, hein, toutes les privations endurcies depuis plusieurs mois. Donc femmes et enfants pleurant, etc. Bon, je crois que ça donne une idée assez juste de la réalité. Alors, ils arrivent, on les transporte au château de Gaillon. Voilà un certain nombre de documents qu'on a trouvés qui montrent bien dans quelles conditions on veut les accueillir. Il n'y a plus rien dans le château. Le château est vide. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de chauffage, rien. C'est-à-dire qu'il va falloir tout faire. Alors, la paille, on va les mettre sur des paillasses. Les paillasses sont fournies par l'Hermée, les cultivateurs du coin donnent de la paille, etc. Pour la cuisine, il n'y a rien. Donc, c'est le deuxième document qui est là. C'est-à-dire l'armée va prêter des roulantes. Au moins il y aura 2 roulantes au total. Les toilettes, les conditions sanitaires déplorables. Il n'y a pas d'eau. Ça va être les pompiers qui vont alimenter les citernes en eau régulièrement, etc. Les tinettes, ben, l'armée va fournir des tinettes, etc. Donc ça, c'est des conditions d'accueil. Au début, c'est terrible. On a d'autres documents qui montrent qu'il manquait une centaine de carreaux dans les pièces, etc. Seules 3 pièces étaient chauffées par un poêle. Toujours au niveau de l'accueil, alors Gaillon, c'est assez intéressant parce qu'on a d'abord un arrêté de la mairie. Alors il est intéressant parce que d'un côté, il dit attention, hein, ils sont là-bas, on les enferme, puis personne n'a le droit d'aller les voir. Donc assez dur. Mais en même temps, on organise la collecte. C'est-à-dire que la position de la commune de Gaillon va être finalement globalement assez sympathique. Ça va pas être... il va y avoir un accueil correct. Et puis de l'autre côté, bien sûr, on a tous les syndicats ouvriers de la région, les partis politiques qui se mobilisent, qui font un comité d'accueil, qui organisent des collectes sur la région, etc., qui vont fournir des interprètes, dont le père de la famille Coupé ici présent, etc. Bon. Donc ça a été un accueil des premiers convois plutôt difficile au niveau matériel, mais par la population relativement correcte. Là, vous avez... Alors, le fameux propriétaire a demandé, évidemment, un procès-verbal d'occupation. Donc, il a fait intervenir l'huissier de l'époque, hein, qui était monsieur maître Paul Michel, qui, évidemment, va au château et fait un constat d'occupation. Alors, dans son document, c'est assez intéressant parce qu'on voit que, eh ben, il y en avait partout. Hein, il décrit les choses. Donc, à droite, il y avait une salle d'honneur pour le magasin à vivres. Et puis, dans les bâtiments, si vous voulez, tous les bâtiments, il y en a partout, à tous les étages. Donc, ça nous permet de voir, ils ont tous dans toutes les pièces, etc., premier étage, etc. Et il y a une remarque assez intéressante quand il y va, c'est que sa dernière phrase, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, les grandes cours sont occupées toute la journée par des enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé, c'est-à-dire que les gens qui sont allés, les premiers syndicalistes qui sont rentrés, ce qui les a étonnés, c'est il y avait des gamins partout, qui couraient partout, etc. Il y en avait. Et on va voir, on va trouver confirmation tout à l'heure dans les documents. Donc ça, c'était simplement pour vous montrer des documents sur l'accueil. Un document très... Je voulais faire quelque chose d'intéressant sur un document très très précieux
qui pour le moment n'a pas encore été, je dirais entre guillemets, correctement exploité, parce qu'il faudrait faire des statistiques, des comptages, etc. Et on ne l'a pas fait pour le moment. C'est la liste des réfugiés, mais c'est l'exemplaire personnel de Roland Roche, qui nous a été fourni par sa famille, sur lequel il a noté les choses. Et il a porté quantité d'annotations qui sont mais très très précieuses. Alors là par exemple, alors, tout ce qui est écrit à la main c'est lui. Je vous en ai mis un extrait ici parce que quand même, regardez cette première famille. Cette première famille. 39 ans la mère. 18 ans, 16 ans, 12 ans, 11 ans, 7 ans. 10 mois, mort à Louviers. Et puis la grand-mère est avec, 60 ans, 12 ans, 9 ans. Vous voyez cette famille, la mère, avec tous ses enfants, 10 mois qui va rapidement décéder à l'hôpital de Louviers. On peut comprendre rapidement pourquoi. Hein, parce que vis-à-vis de tout ce qu'il a vécu, etc. Bon, et puis en dessous, vous avez un autre exemple avec cette mère, 40 ans, 14 ans, 11 ans, 1 an, décédée à Vernon. Vous voyez, je pense que ça, c'est des documents tout simples, mais là, on se le prend en pleine figure, quoi. Des réalités et le mérite de ces femmes. Regardez cette femme-là, Nicolosa, 39 ans. 1, 2, 3, 4, 5 gamins. La grand-mère, 2 autres gamins. Il faut faire vivre tout ça. Attendez, c'est absolument incroyable. Moi, j'avoue que je ne connaissais pas ce dossier-là des réfugiés espagnols. Mais vraiment, quand j'ai commencé à me mettre dedans, il y a des endroits, c'est presque la larme à l'œil, hein, quand on lit certaines choses. Ça a été vraiment terrible. Donc ça, et vous voyez dans la marge, alors, dans les marges, on voit qu'il a noté quand ils sont partis à l'hôpital, etc. Alors, le petit nom que vous avez, on sait ce que c'est, parce qu'on a trouvé un document, c'est, il leur demandait, est-ce que vous voulez retourner en Espagne? Non, 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 non. Si jamais fallait, par quel côté vous voulez y aller? Vous voulez rentrer, hein? Et là, par exemple, Hendaye. Bon. J'avance parce que... Voilà, alors là c'est intéressant, vous voyez, c'est pour vous montrer les annotations de la richesse. Par exemple, en haut, Pérez Muniez, 52 ans, arrivé le 2 juillet 89. Ça, c'est le regroupement. Ah oui. Oui, à partir de juillet. Il note quand le mari, le regroupement familial se fait. Donc là, cette femme, elle est restée jusqu'en juillet avec toute sa galerie d'enfants. Et mais vous voyez, alors là, regardez ça, là. Le 18 mai 39, cette femme accouche. Ça veut donc dire qu'elle a fait toute la retirada et les voyages enceinte. Vous voyez, donc alors ça c'est des renseignements, c'est précieux, pas possible. Alors en dessous, vous voyez que par exemple, la famille suivante, Fernandez, alors d'abord la mère, 80 ans, est décédée ici. Et par contre, 37 ans, elle est retournée en Espagne. La famille suivante, on voit en Espagne le 8 juillet. Elle a encore 1 an décédée. Vous vous rendez compte? Bon. La ligne du bas, alors j'aurais pu bien la lire. C'est parti, le 12 juin 39, je ne sais plus ce qui s'est passé, etc. Ah oui, voilà, c'est son mari qui l'a rejointe, etc. En haut, c'est intéressant parce qu'on a la grand-mère qui part travailler dans une usine. On est en mai 39. Beaucoup de femmes vont pouvoir partir travailler dans des usines, etc. Surtout que mai, on commence à parler de... avec l'Allemagne, ça commence à se gâter, on commence à parler de conflits, donc finalement, toutes ces femmes qui ont des qualifications, etc., ça va être bon à prendre. Surtout qu'on les sous-paye. Voilà, ben, bien sûr. La femme seule suivante, elle part en Andorre, elle.
Ensuite, Canovac. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez, elle part au Chili. Ah oui. La famille part au Chili. Alors, regardez la dernière famille, parce que ça montre bien. Attendez, ces familles, est-ce qu'elles ont vécu, quoi? Comment cette famille-là est détruite? Elle part à Toulouse. Probablement, regroupement, on ne sait pas, mais probablement elle retrouve son mari. Par contre, 27 ans, il rentre en Espagne. 25 ans, il part au Mexique. C'est-à-dire dans la même cellule familiale, c'est l'éclatement complet. Alors le mérite du document de Roland Roche, c'est que, vous les avez vus tout à l'heure, si vous êtes sur les murs, enfin c'est pas sur un mur, c'est sur une cloison en bois, on a ça, ces graffitis-là, toute la famille réelle. Ça existe encore et c'est visible. Eh bien, grâce au récit de Roland Roche, on sait que cette famille, elle est repartie en Espagne le 8 juillet 1939. C'est-à-dire que ça permet, vous voyez, de ce registre qu'on n'a pas fini de dépouiller, il est vraiment il nous donne plein de renseignements très intéressants et très concrets.